dos, tres, cuatro, clap. Jusqu'où peuvent agir les robots? Donc c'est une réflexion. Moi j'avais fait plusieurs conférences en fait avant sur l'intelligence artificielle, quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et les humains, des trucs comme ça. Et avant je m'étais plutôt concentré sur la perception de l'intelligence artificielle, donc comment elle perçoit le monde par rapport à nous, en faisant des parallèles et en se disant du coup les catégories sur lesquelles elle perçoit forcément sont des catégories qui sont humaines, puisque c'est des catégories qui ont été mises dans le programme, et de toute façon, elles n'auraient pas de sens pour nous si elles ne l'étaient pas. Dans cette partie suivante, je voulais me concentrer sur tout ce qui était action. Donc, qu'est-ce que peut faire un robot, en fait, en général, et quelques réflexions là-dessus sur les possibilités, mais peut-être aussi des limites de l'action d'un robot par rapport à d'autres types d'actions. Donc déjà, première partie, ce ne sera pas sur les robots, malgré le titre, ce sera sur l'action en général, des réflexions sur qu'est-ce que agir, quelles sont les actions qui ont du sens et des choses comme ça. Ce n'est pas des réflexions que moi j'ai inventées, c'est des trucs que j'ai lus à droite à gauche, que j'essaie de compiler un peu, en tout cas ma compréhension de ces trucs. Déjà, le monde, il nous apparaît pas en tant que tel, mais il nous apparaît par des signes. On ne voit pas le monde tel qu'il est, on ne voit pas, des atomes, l'unité fondamentale du monde, c'est ce que je disais aux conférences précédentes. On voit plutôt des chaises, du bleu, des choses comme ça qui n'ont pas, ou peut-être qu'elles l'ont, mais en tout cas, notre philosophie actuelle scientifique nous dit qu'on le voit par des expériences, par des phénomènes, par des choses en fait indirectes. Et donc, en fait, le monde dans lequel on vit, le monde de tous les jours, ce n'est pas le monde de la réalité. On ne vit pas dans les étoiles avec un Big Bang à côté. On vit dans un monde, il y a des chaises, il y a des gens, ils ont des émotions, ils ont une certaine façon de se comporter, des liens et des trucs comme ça. Et donc, ce n'est pas vraiment, entre guillemets, la réalité objective, c'est plus le monde humain, le monde dans lequel on est. Et c'est le monde qui a du sens et le monde dans lequel, en fait, les actions se font et dans le monde dans lequel les actions modifient. Parce que, en fait, imaginons une action qui est faite, je sais pas, à l'autre bout de l'univers, au fin fond d'une étoile, par une météorite, et en fait, ça n'a pas d'impact en fait, sur le monde humain. Et par exemple, un robot qui irait dans une étoile, je ne sais pas où, faire un truc qui n'a aucun lien avec le monde humain, eh bien, on s'en ficherait. Après, il faut savoir que cette réalité, entre guillemets, objective, a un sens dans le monde humain. Le monde humain, il est quand même lié en fait, à cette réalité objective. Il ne faut pas dire ça dans la mesure où un humain qui regarde un truc, il s'en va, un autre humain, il regarde le même truc, il verra la même chose. Donc il y a bien quelque chose derrière. On ne peut pas s'abstraire et dire « Ah tiens, ça n'existe pas, on vit tous dans un espèce d'esprit ». Et donc, en fait, ces actions sont faites par du coup, des acteurs, donc des consciences qui ont du sens et qui ont des intentions, un objectif, et en fonction de ces intentions et ces objectifs, vont réaliser une action en vue de modifier l'état du monde. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une seule personne qui fait cette action en vue de modifier l'état du monde. Il y en a beaucoup. Il y a déjà tous les humains, mais il y a aussi les animaux, il y a tout un tas d'acteurs qui le font. Ce qui fait qu'en fait, les actions en vue de modifier l'état du monde n'atteignent pas toujours le but escompté. Ça, c'est logique. Et c'est dû au fait qu'elles entrent en compétition en fait, avec cette masse d'autres actions et qui va dans le monde humain, qui a une immense complexité, mais en même temps aussi, malgré ce qu'on peut penser, une grande stabilité. Puisque, en fait, en réalité, et c'est peut-être aussi pour ça que les structures sociales sont si pérennes en fait, dans le temps, puisque, en fait, étant la somme en fait, de plein d'actions, il faut vraiment que toutes ces actions changent pour que le monde soit modifié. Donc voilà, et ce monde humain les acteurs ne sont pas indépendants de ce monde humain, puisque ce monde humain définit en fait en retour leurs conditions d'existence, et donc en fait on est dans une espèce de boucle. Mais comme ce monde humain en fait est assez stable en général, à part bien sûr dans des moments, mais qui sont forcément rares, les moments de changement, de bifurcation, etc. Eh bien les acteurs peuvent se voir comme hors de ce monde humain ou le voir comme stable, puisqu'il n'est pas tellement modifié ou il est modifié de manière marginale par leurs actions individuelles, pas collectives. Il faut un cas là-dessus, c'est que des acteurs sont capables de créer ce qu'on pourrait appeler une œuvre. Donc, il y a plein de façons de l'appeler, mais une façon de l'appeler, c'est une œuvre, c'est-à-dire quelque chose qui va s'inscrire dans le monde, mais qui va rester là pendant très longtemps. Une œuvre, donc je donnerai des exemples, mais des empires, des structures sociales, des choses, des prieurés par exemple, des choses en fait qui restent dans le monde humain, qui ne sont pas une action qui est faite comme ça, mais qui va, c'est une ou plusieurs actions
qui vont construire ce truc, par exemple, construire le prieuré, et ce prieuré va rester longtemps et va influencer le monde humain, vivre dans ce monde humain en tant que prieuré et en tant qu'objet symbolique, en tant qu'objet dans lequel on peut faire des choses. Ça agit, du coup, ça? Non, ça n'agit pas forcément. Ça modifie le monde humain. Ça modifie le monde humain. C'est une des choses qui construisent ce monde humain. En fait, et au final, ce qui est intéressant, c'est que le monde humain, en réalité, il est construit pour la quasi-totalité en fait, d'œuvres. En fait, c'est plein d'œuvres qui nous viennent du passé, enfin, souvent, des fois du présent, mais très souvent du passé, et qui fait que, en fait, un acteur, quand il entre dans le monde, ou enfin, un bébé qui naît, etc., en fait, il entre dans un monde qui existe déjà depuis 3000 ans, dans lequel il y a déjà plein de choses qui existent, qu'il doit apprendre, qu'on pourrait formaliser, entre guillemets, par cette notion d'œuvre. Voilà, et des exemples d'œuvres qui nous précisent. Je me suis mis sur les œuvres théoriques, mais effectivement, il y a aussi les œuvres pratiques comme ce prieuré. Mais on peut imaginer, je sais pas, des religions, on peut imaginer des empires, on peut imaginer également des entreprises. Les entreprises, j'ai vu sur un article sur Internet qui ont 1000 ans. Voilà, donc et il y a les constructions idéologiques du 19e siècle. Il y a tout un tas de choses en fait qui existent. Et ce qui est intéressant, en tout cas par rapport à l'œuvre et par rapport à la relation en tout cas qu'a le concepteur de l'œuvre avec son œuvre, c'est qu'en fait l'œuvre, elle évolue dans le temps. Donc après la mort de la personne, et elle peut lui échapper totalement. En fait, elle évolue. Genre, il y a d'autres personnes qui la reprennent, qui la modifient. Donc, en fait, une œuvre, elle vit quelque part dans le monde humain et elle va être modifiée et interagir avec d'autres œuvres de manière chaotique, être modifiée du coup par les actions des différentes personnes. Je donne un petit exemple comme ça. Voilà, la Torah qui donne le message de Jésus, qui donne finalement l'Église. Donc, est-ce que la personne qui a écrit la Torah se serait imaginé un jour qu'il y aurait un pape qui aurait un contrôle sur, en tout cas spirituel, sur tellement de gens? Bah non, ça lui a totalement échappé. Il n'a même pas imaginé qu'il y aurait Jésus. Jésus non plus n'aurait pas forcément imaginé ça, ou peut-être, enfin, ce sont les machins. Les philosophes grecs qui influencent également Jésus. Bon, ça c'est un sujet, ça pourrait être un sujet à part, mais en tout cas qui créent ensuite des idées, par exemple de Aristote, qui vont être reprises au Moyen Âge, qui vont être ensuite repris par les philosophes des Lumières, qui vont être ensuite repris par les philosophes, enfin pas les philosophes des Lumières, les philosophes classiques, qui vont être ensuite repris par les philosophes modernes. Est-ce que chaque moyen de sa chaîne se serait imaginé que son œuvre allait être réutilisée comme ça? Bah, certainement pas, quoi. Enfin, et donc une œuvre en fait évolue dans le temps et de manière un petit peu chaotique. Voilà. Donc après avoir introduit un petit peu ces notions d'action qui créent ensuite, qui modifient l'état du monde en créant des œuvres, qui modifient l'état du monde, qui peuvent aussi créer des œuvres qui composent ensuite le monde sur une manière durable. Je vais parler un petit peu de dans quelle mesure une machine peut agir et comment est-ce qu'on peut inscrire en tout cas tout ce qui est machine, mécanique dans ce cadre un peu de pensée, quoi. Enfin, donc déjà, faut savoir que le créateur, il crée une machine dans un but. Donc une machine, c'est pas neutre. Quelqu'un, par exemple, cette caméra qui est en train de me filmer a été faite par quelqu'un qui avait pour but en fait de me filmer. Donc le but c'était filmer. Un objet technique en général va suivre ce premier but. Et ça peut être pareil pour une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, elle a été créée pour dernièrement répondre à des gens qui leur parlent. Elle a été créée pour modifier une image pour faire ci ou ça. Donc en fait, cet objet technique, intelligence artificielle ou pas, ou robot, au départ en tout cas par son créateur, est une matérialisation du souhait du créateur. C'est un moyen pour faire ce but-là. Et donc en fait, on pourrait presque définir les objets techniques par leur but, au lieu de par leur plan de fabrication. Ça pourrait être une piste. Du coup, et deuxièmement, quelle pourrait être la différence entre une machine et un outil? Donc, il y a pas mal de littérature là-dessus. Peut-être qu'une différence, ça serait le degré d'autonomie en fait de la chose, dans la mesure où un outil en fait est une extension d'un corps humain directement. Genre, je remplace ma main par une épée, tandis qu'une machine, une fois que le créateur l'a fait, elle pourrait agir de manière un peu autonome. En réalité, c'est jamais si simple puisqu'il y a souvent des opérateurs en fait dans ces machines et des trucs comme ça. Mais en tout cas, en théorie, elle agit de manière beaucoup plus autonome que l'outil. Et on ne peut pas dire qu'en fait, par exemple, une machine à tisser soit l'outil de la personne qui se charge, par exemple, au 19e siècle, de mettre du charbon dans les trucs, puisque en fait, elle prend beaucoup plus le pas en fait, sur l'être humain qui l'a fait marcher. Et peut-être demain, d'ailleurs, maintenant avec les machines en fait,
autonomes, voilà, des drones un petit peu autonomes et des trucs comme ça, on pourrait imaginer en fait des machines totalement indépendantes qui du coup pourraient se séparer en tout cas ontologiquement de l'outil selon cette définition-là. Donc on pourrait se dire qu'un robot IA, ça pourrait être vu comme une œuvre quelque part. Ça pourrait être en fait une machine qui va être mise dans le monde humain pour réaliser un but humain, donc il y a du sens en fait dans le monde humain et pas dans le monde physique. De toute façon, il n'y a pas de sens dans le monde physique, les choses sont dans le monde physique, comme on a vu avant. Du coup, agir en fait là-dedans, et voire même, comme en fait les œuvres du passé, comme les religions, les empires, les idées, les prieurés, bah, pareil, est-ce que la personne qui a construit ce prieuré s'imaginerait qu'on ferait des conférences de philo dedans Enfin, ouais, bah, c'était plutôt monastique. Voilà, et on pourrait s'imaginer que, en fait, comme les œuvres d'avant, eh bien, ces choses évoluent, et c'est un peu la peur, voilà, est-ce que ça ne va pas évoluer, devenir Terminator ou des choses comme ça. Et il y a deux possibilités de toute façon. Soit cette autre chose, elle évolue et elle commence à faire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le monde humain. Donc c'est des choses qui ne sont pas interprétables par les humains, elle commence à faire n'importe quoi pour nous, des choses qui ont du sens pour cette machine, mais pas pour nous. À ce moment-là, bah, limite on s'en fiche parce que ça redevient comme la réalité, ça devient comme deux étoiles à 100 millions d'années-lumière qui se cognent. Bah, en fait, ça n'a aucun impact sur notre monde matériel et réel. On pourrait peut-être s'en servir pour étudier par curiosité, mais ça n'a pas d'impact. Je dis pas que ceux qui étudient les étoiles n'ont pas d'impact sur notre monde réel, puisque ça en a pour d'autres applications pratiques, et même c'est très intéressant, mais en tout cas, ça ne va pas modifier l'état du monde humain au jour le jour. Soit ça commence à agir sur le monde humain, soit en suivant le but personnel du créateur, qui est toujours ce but humain, soit par accident. Donc vraiment deux choses, mais en fait, au final, ça revient un petit peu au même, puisque en fait, il va commencer à avoir des effets, comme tout type d'œuvre, des effets en fait chaotiques et qui vont évoluer à travers le temps. Voilà, ça, c'est la première chose. Du coup, il va se mettre à agir là-dedans. En fait, est-ce que l'œuvre ou acteur, est-ce que c'est une œuvre, on peut considérer la machine comme une œuvre ou un acteur, sachant que cette machine va commencer à agir de manière indépendante dans le monde humain? En réalité, il n'y a pas forcément de différence pratique, donc je pense que les deux, ça pourrait marcher, puisque en fait, des deux manières, ça va agir sur ce monde et quelque part rentrer en compétition avec les actions des autres acteurs. Donc là, première chose en fait, qu'on peut dire, c'est déjà qu'il y a une très grande stabilité sur ce monde, comme on a vu avant. Et donc, pourquoi est-ce que la machine aurait plus d'impact en fait, sur le monde qu'un acteur, par exemple, avec un outil, genre un acteur augmenté avec les mêmes technologies en fait, que cette machine. Donc cette machine qui pourrait analyser extrêmement vite tout un tas de choses, eh bien, un humain auquel qui aurait accès en fait à ces technologies. Pourquoi est-ce que, surtout que si cette machine commence à faire des choses complètement contraires à tout ce que veulent faire tous les autres humains, eh bien en réalité, on a tout laisse à penser qu'en fait, elle va se faire submerger par le nombre, en tout cas si elle est individuelle. Donc voilà, pour comparer un petit peu, donc, entre un acteur et une machine, qui est le plus fort, entre guillemets qui est le plus fort. Donc déjà, un acteur, la machine, elle dispose d'une technologie avancée de décision et de mouvement, donc voilà, de plus en plus avancée. L'acteur, il en bénéficie en fait selon sa position selon sa position sociale. En fait, soit c'est une personne très très isolée qui n'a pas accès à ces technologies et qui à ce moment-là se fait complètement avoir en fait par les technologies très avancées, ce qui est en fait déjà le cas aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de faire de la science-fiction pour faire ça. Soit il est dans une position sociale assez haute. Et dans ce cas-là, en fait, il a accès, que ce soit par les moyens techniques ou aussi par l'éducation et comment utiliser en fait, ces machines, parce que c'est une éducation et des choses comme ça. Et à ce moment-là, on peut s'imaginer qu'il sera grosso modo à égalité. Bon, la machine, dans tous les cas, elle l'a, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit V, mais avec réserve. La deuxième chose, c'est que l'acteur, en fait, la machine, elle n'est pas tout à fait indépendante en fait, du monde et de ses conditions de production. Et ça, c'est la deuxième partie de cette deuxième partie que j'aimerais aborder. C'est qu'en fait, les réflexions sur les machines et les comparaisons entre machines et êtres humains, elles sont très orientées sur la capacité en fait, immédiate des machines de faire quelque chose sur le court terme, mais peut-être pas sur le long terme. Et pourquoi? Parce qu'en fait,
on oublie en fait les conditions de production de ces machines réelles, les usines, les industries, les trucs comme ça. Souvent, peut-être parce que en fait, les personnes qui conçoivent ces machines ne sont pas en fait en lien en fait avec ces usines et ces choses comme ça. Des fois, ils le sont, mais tendanciellement, ils ne le sont pas. Et on oublie du coup qu'un des avantages aussi du vivant, c'est qu'ils ont accès directement à un corps évolué en adaptation totale en fait avec la biosphère, de par l'évolution multimillénaire et millionnaire ou voire milliardième ou de milliards d'années, ce que n'a pas la machine. Et du coup se pose la question en fait de l'entretien de ces machines. Et du coup, ces machines, en fait, en réalité, sont fabriquées avec des pièces détachées. En tout cas, l'IA, les composants sur lesquels tournent les intelligences artificielles, donc les processeurs, etc., sont fabriqués en usine. Si jamais ils doivent agir sur le monde, ils doivent agir au travers de bras ou tels que des robots ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, ils doivent être fabriqués aussi par ces industries. Et ces industries, elles prennent des matières premières qui sont, pour la quasi-totalité, qui sortent de mines bien réelles. Ou alors, de plus en plus, ça n'existe pas trop, mais peut-être on peut dire par de la réutilisation. Alors que le vivant, lui, il est en symbiose avec l'environnement, donc il va pas mourir, mais de manière autonome. Il résiste aux maladies, il résiste à l'usure, il peut se reproduire d'une manière avec une complexité infinie. Et en fait, les œuvres classiques du passé, en fait, soit elles vivent dans la mémoire humaine comme ce que sont les œuvres théoriques, donc en fait, elles se basent sur du vivant, soit quand c'est comme ce prieuré, en réalité, elles ont besoin de beaucoup d'entretien, puisqu'elles ont besoin d'entretien humain, elles ont besoin d'opérateurs en fait, qui vont réparer, qui vont faire en sorte que cette œuvre se maintienne dans le réel. Et donc c'est ça, tout ça, en fait, une œuvre, et c'est là-dessus que j'aimerais aller, c'est qu'en fait, une œuvre, aujourd'hui, je ne vois pas comment une œuvre sans vivant peut se maintenir dans le temps, de par le fait que le vivant est tellement adapté et qu'en fait, le monde est tellement chaotique qu'il est impossible en fait, d'ingénierer quelque chose qui se maintient dans le temps. Et donc, en fait, en réalité, ces robots, IA, mines et tout ça, ils sont maintenus, créés par des humains. Et on peut imaginer que demain, il n'y en aura pas beaucoup. Aujourd'hui, en fait, dans les mines, en pratique, il y en a vraiment plein. En fait, si on s'intéresse vraiment à la réalité des mines, c'est quelque chose d'ailleurs de très toxique et il y a toute une question sociale là-dessus. Dans l'industrie, il y a toujours des gens qui réparent, ça tombe tout le temps en panne, c'est tout le temps cassé, c'est pas du tout automatisé comme ce qu'on pourrait avoir. Donc en fait, un robot tout aussi puissant qu'il soit, en fait, en réalité, au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'humain derrière, il tombera en panne, c'est certain. Et donc, on peut voir plutôt le robot IA, à mon avis, et c'est quelque chose de plus pertinent, comme en fait une organisation technico-humaine. Une organisation technico-humaine, par contre, cette œuvre peut être autonome, peut être une œuvre en fait, qui se maintient dans le temps. Mais à ce moment-là, il y a des humains dedans. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une machine, je sais pas, un Terminator qui, du coup, contrôlerait des humains, se brancherait leur cerveau et ça deviendrait un peu ses esclaves? Peut-être, mais en fait, en réalité, ce qui se passe, en tout cas moi ce que j'ai vu dans les organisations technico-humaines actuelles, c'est que, surtout sur celles où il n'y a pas beaucoup d'humains, donc des super ingénieurs qui manipulent énormément de machines, déjà, en fait, en réalité, souvent c'est une illusion parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens dans les mines qui sont souvent oubliés en fait, dans ces organisations et donc qui sont là. Après, les gens dans les mines, ils n'ont pas forcément de poids. On pourrait se dire, en fait, ils sont en bas de la hiérarchie des sous-traitants, etc. Mais surtout, en fait, c'est qu'en pratique, les humains qui sont dans ces organisations technico-humaines, ils ont énormément de poids en fait en réalité. Ils décident en fait de pas mal de choses pratiquement ils peuvent ou alors ils prennent leurs ordres de quelqu'un d'ailleurs dans l'organisation technico-humaine. C'est en ce moment d'ailleurs c'est le politique en fait qui donne des ordres. Mais en fait en réalité du coup il y a bien un humain, il y a un très fort poids des humains sur les machines. Les machines n'ont pas du tout pris le dessus parce qu'en fait elles sont complètement dépendantes de ça. Et le moment où on arrête de le faire, vraiment je ne donne pas plus d'une semaine avant que ça tombe en panne, quoi. Et donc, on pourrait, j'essaie de me contredire, j'essaie de trouver des contre-arguments à ce genre de choses, et je me suis dit, et si la machine devenait vivante? Et si on s'imaginait par exemple des machines
ou des créateurs à la base qui se disent bah vas-y, du coup j'ai bien vu, j'ai bien compris ça, donc du coup je vais essayer d'insérer des tissus humains sur les machines de manière à les rendre plus résilientes. D'ailleurs, en fait, en cherchant des images, je me suis rendu compte que des gens sont déjà en train de faire ça. Donc de mettre des muscles ou des trucs comme ça, des muscles grandis en laboratoire pour des applications déjà à la base militaire, quoi, de l'autonomie, envoyer des robots chiens très loin. Mais déjà, il y a 2 cas dans ce cas-là. Soit ce tissu est créé par un humain selon un plan prédéfini. Il se dit, vas-y, je sais exactement comment fonctionne un tissu humain et je vais, en faisant de la micro-ingénierie, avoir un robot qui va mettre les bonnes cellules au bon... Mais en fait, ça, j'ai l'impression que c'est voué à l'échec, puisqu'en fait, l'avantage là-dessus, ça serait que par rapport à l'évolution biologique, l'évolution biologique, ça fonctionne par à-coups, petite amélioration par petite amélioration. L'avantage de ça, c'est que du coup, on peut s'imaginer ça selon un plan prédéfini. On peut prévoir 100 000 à-coups à l'avance en théorie. Donc ça, bonus pour le plan prédéfini. Mais par contre, là où le plan prédéfini perd par rapport à l'évolution, c'est qu'en fait, c'est une complexité astronomique. En fait, dès qu'on s'intéresse à la biologie, c'est vraiment des molécules en 3D avec des millions de petits trucs qui vont se pluguer les uns aux autres. Et ça, c'est une seule protéine. Et en fait, il y en a des millions d'autres qui vont interagir avec des millions ou des centaines de millions d'autres organismes qui sont en fait en constante évolution. Et donc, il y a la question de la maintenance. Donc, ça paraît en tout cas, tel que je le vois aujourd'hui, complètement irréalisable de prévoir en avance. Et même en fait, il faudrait prévoir, du coup, il faudrait le faire calculer par une machine à côté. Et cette machine, il faudrait aussi l'entretenir. Ou alors, cette machine serait elle-même du vivant et qu'il faudrait elle aussi, du coup, avoir une autre machine avec plus de calculs à côté. Donc, il y a une question il y a aussi toujours cette question que, en fait, pour simuler quelque chose, il faut toujours une machine plus grosse que ce qui est simulé. Et donc, ça ne marche pas. Ce que j'ai vu, par contre, c'est qu'il y a des personnes qui essayent de faire des évolutions contrôlées d'organismes. Ça veut dire qu'ils essaient de manipuler l'évolution dans un but. Ils prennent, par exemple, en ce moment, je sais pas, genre des cellules, ils les soumettent en fait à un environnement, ils attendent une semaine, et après, ils n'ont que les cellules qui ont survécu, qui sont les cellules qui survivent à cet environnement. Donc ça, j'ai vu ça. Donc, et ça, c'est possible, ça existe déjà. Donc, on contrôle l'évolution en labo de choses pour obtenir une propriété. Mais par contre, ça, du coup, ensuite, une fois que c'est lâché dans la nature, eh ben, ça va continuer à évoluer. Et donc là, c'est soumis à la contingence du monde. Et soit elles vont disparaître parce qu'elles vont rentrer en compétition avec des bactéries beaucoup plus évoluées qui vont arriver, soit, c'est ce qu'on pensait avant, mais je pense que ce n'est pas si sûr. Je pense qu'il se passe en réalité, c'est qu'en fait, elles commencent à évoluer de nouveau. Et prendre un chemin qui n'a absolument rien à voir avec le but initial. Donc en fait, avoir du vivant fait pour un but par un créateur autre que la pure reproduction ou la pure survie paraît difficile, en tout cas avec ce raisonnement. Et même si ça arrivait, même si on arrivait à faire un vivant, etc., quelle serait la différence entre ce robot chien complètement humanisé et qui arriverait à survivre dans le temps, et tout simplement un soldat augmenté, ce qu'on appelle soldat augmenté, c'est-à-dire un soldat avec tout un tas de technologies dessus, puisque le soldat serait lui-même vivant et aurait toutes ses capacités. Et je ne vois pas comment, en laboratoire, on pourrait... du coup, on ne peut pas créer sans un plan prédéfini, donc on ne peut pas aller plus vite que l'évolution. Et si jamais on va dans le sens de l'évolution, on ne peut pas faire mieux que l'évolution. C'est-à-dire, il y a déjà une telle compétition dans le vivant que déjà dans le vivant, quand on regarde la complexité de nos systèmes de défense immunitaire, de nos systèmes de déplacement, de choses comme ça, on est déjà vraiment très, très, très haut dans la compétition. Et ça paraît très difficile de voir comment on pourrait se dire je vais faire évoluer un truc pour aller plus vite que la compétition de la totalité des centaines de milliards de bactéries ou de choses comme ça qui existent dans le monde. Donc, même si on arrivait à faire d'évolution contrôlée d'organismes, comment être sûr qu'on ferait mieux qu'un soldat augmenté je me pose la question, en tout cas. Voilà, et je vais terminer ça par des exemples pratiques de tout ce que j'ai dit. Exemple 1. Imaginons un robot, quelqu'un de fou, un savant fou, comme dans James Bond,
qui se dit « Ah, bah, je vais créer une IA robot et je vais détruire l'humanité ou faire le mal en général. » Voilà, un truc un peu de notre culture occidentale. Je vais faire des choses vraiment pas bien. Je vais rendre les gens en esclaves et des choses comme ça. Eh bien, il va créer un robot qui va tenter d'agir sur le monde humain, du coup, en faisant le mal, en tuant des gens, en créant le mal, en détruisant les objets symboliques, détruisant ce beau prieuré, des choses comme ça. Eh bien, de l'autre côté, il y a forcément quelqu'un qui a accès à cette technologie, ou pas, mais en tout cas, s'il ne l'a pas, du coup, quelqu'un a une arme très, très, très forte, et du coup va s'en servir en fait, pour défendre l'humanité. Et donc en fait, on revient sur comme Iron Man, quoi. Et donc, on revient un petit peu sur la même doctrine que sur les armes, en fait. C'est exactement la même chose sur les armes. Il y a des armes offensives, des armes défensives. À certaines périodes de l'histoire, les armes offensives sont plus fortes que les armes défensives. À certaines périodes de l'histoire, les armes défensives sont plus fortes que les armes offensives. Des fois, il y a des gens qui sont mieux armés que les autres, et du coup, ils ont la capacité d'opprimer en fait, les gens. Mais les armes ont besoin aussi de soldats, d'entretien, enfin, toujours la même chose. Et donc, en fait, on se retrouve en fait, dans le schéma initial d'acteurs qui s'affrontent dans le monde avec des armes, du coup, avec des dommages collatéraux, mais ça ne change pas trop l'état des choses actuel. Sauf si on imagine qu'une IA robot, ça je commence à voir ça, qui essaye de elle-même designer des composants pour s'améliorer, pour devenir encore meilleure en fait, pour s'auto-améliorer. Et ça existe déjà, on commence un petit peu à faire des intelligences artificielles qui commencent à ingénierer des composants électroniques qui seraient meilleurs en fait, que les composants électroniques faits par des êtres humains. Et ça c'est vrai. Mais par contre, se retrouve toujours la question du monde matériel, en fait, en réalité. La question du monde matériel, c'est que, en fait, ces plans, il faut bien qu'ensuite quelqu'un les implémente dans le monde réel. Et pour les implémenter dans le monde réel, il faut quelqu'un qui est biologiquement et évolutionnellement adapté à marcher dans ce monde réel sur le long terme, sans se casser, sans se briser et sans subir les maladies, la rouille, les organismes qui l'attaquent et des choses comme ça. Et donc, comme toujours, dans ce type de schéma, on a l'ordinateur, l'intelligence, la puissance de calcul qui est très bien dans le monde théorique, qui arrive à faire des choses très, très, très bonnes, mais dans la confrontation à la matérialité du monde, échoue. Et voilà. Donc voilà, j'ai terminé ma petite présentation et maintenant ce que je vous propose, et je pense qu'il y a des gens qui sont sur les starting blocks, de faire un petit débat.